CAPITRE1. Le silence lourd de 20 ans. Le bruit des coupes de champagne s'entrechoquant dans la grande salle de réception de l'hôtel de ville résonnait comme un glas joyeux pour tout le monde, sauf pour moi. Pour moi, Calais était la bande-son d'une exécution que j'avais acceptée il y a 20 ans. J'y étais assise à une table reléguée près des cuisines. Une place symbolique que ma propre sœur, Eleanor, avait choisie avec un soin chirurgical. Devant moi, il y avait le spectacle opulent qu'elle avait tant désiré. Son mariage, un événement mondain brillant, financé en grande partie par une richesse que J était censé avoir dilapidée. Les murs de la pièce semblaient se rapprocher, étouffant les murmures et les regards condescendants que je sentais converger sur ma nuque. 20 ans. 20 longues années où j'avais porté le fardeau silencieux d'Az, être la brebis galeuse, la paria, celle qui avait mis à genoux l'héritage familial. 20 ans où, à chaque Noël, à chaque anniversaire, à chaque réunion de famille, j'avais été forcée de me justifier de ma simple existence, de mes choix de vie modestes, tandis qu'Eleanor rayonnait, drapée dans la moralité et la richesse imméritée. Mon cœur battait à un rythme étrange, un mélange d'angoisse glaciale et d'une excitation brûlante que je n'avais plus ressentie depuis des années. Ce soir, n'était pas seulement le mariage d'Eleanor. Ce soir était l'aboutissement d'un mensonge tissé avec une telle finesse qu'il était devenu une vérité inébranlable pour tous. Je serrais discrètement dans ma main le petit disque dur qui contenait ma liberté, ma dignité et, surtout, la destruction méthodique de ma sœur. Elle m'avait humiliée pour la dernière fois, et elle ne le savait pas encore. Le moment où elle lèverait son verre pour me jeter une nouvelle flèche venimeuse serait aussi le moment où le sol s'ouvrirait sous elle. Était prête à payer le prix du chaos pour enfin retrouver la paix? Mon silence de 2 décennies allait exploser ce soir, et il allait tout emporter sur son passage. La tension était palpable, mais elle était perceptible que par moi. Devant les invités, je maintenais une façade d'ennui résignée, l'attitude attendue de celle qui a tout perdu par sa propre faute. Était le rôle qu'Eleanor m'avait écrit, et pour l'instant, je le jouais à la perfection. CAPITRE2, le prix de la soumission était pas venu ici pour faire la paix, ni pour offrir mes vœux sincères à ma sœur. J était là par devoir, mais surtout, par stratégie. Eleanor m'avait explicitement invité, non par amour fraternel, mais pour m'exhiber, comme on expose un trophée de chasse, ou une anomalie honteuse dans un cirque. Elle voulait que je sois la preuve vivante de sa supériorité morale, et de sa gestion irréprochable des fonds familiaux. Elle avait besoin de mon aura de misère pour faire briller son luxe ostentatoire. Je le savais, et j'avais accepté de me présenter, vêtue d'une robe simple, presque effacée, contrastant violemment avec les étoffes coûteuses et les diamants qui scintillaient autour de moi. Chaque pas que j'avais fait en entrant dans cette salle avait été une humiliation volontaire, une offrande à l'autel de sa vanité. J'avais dû subir les regards lourds et les sourires forcés des tantes et des cousins, ces mêmes personnes qui, depuis 20 ans, me renvoyaient l'image d'une femme irresponsable, peut-être même une fraudeuse. Ma mère, assise à la table d'honneur, m'avait à peine adressé un signe de tête, sa déception ancrée dans ses traits depuis Maule, époque où le mensonge d'Eleanor avait pris racine. La douleur invisible que j'avais emmagasinée pendant toutes ces années était immense, un poids permanent sur ma poitrine. Était la douleur de savoir que votre propre famille vous croyait coupable d'un crime que vous n'aviez pas commis, et que l'auteur de ce crime dormait juste à côté de vous, dans la chambre à côté, sous le même toit. J'avais passé des nuits entières à imaginer des scénarios où je criais la vérité, où je dénonçais Eleanor devant nos parents, mais la peur de la confrontation, le choc initial de la trahison, m'avait toujours cloué au silence. Et chaque jour de silence supplémentaire donnait plus de poids au récit d'Eleanor. Était le prix de ma soumission initiale. La perte progressive de ma voix, et, par extension, de ma réputation. Mais ce prix allait être racheté ce soir, et la monnaie d'échange serait la réputation et le bonheur éphémère de ma sœur. Je sentais mes mains trembler légèrement. Le silence s'est fait lourd, chargé non pas de révérence, mais d'anticipation. Eleanor, radieuse dans sa robe de mariée qui avait coûté, ironiquement, une part non négligeable de l'héritage que je n'avais jamais eu, a pris la parole. Sa voix était douce, mielleuse, le genre de fausse bonté que seules les âmes les plus froides peuvent parfaitement simuler. Elle a commencé par remercier son nouveau mari, un homme riche et, malheureusement, incroyablement crédule, pour le bonheur et la stabilité qu'il lui apportait. Chaque mot était un coup de poignard indirect, car la stabilité était précisément ce que Gis était censé avoir détruit, selon la légende familiale qu'elle avait si soigneusement orchestrée. J'ai senti les regards obliques de nos tantes et oncles se poser sur moi, un mélange de pitié condescendante et de jugement tranchant. Eux, ils avaient bu la version qu'Eleanor leur avait servie pendant 2 décennies. La version où était l'enfant instable, la rêveuse incapable de gérer un centime, la cause de la ruine, le maillon faible qui avait mené à évaporation des économies de mes parents après leur disparition tragique. 20 ans de mépris silencieux étaient concentrés dans cette petite salle bondée, attendant juste le signal pour exploser. Elle m'a humilié 1000 fois par son silence méprisant, mais aujourd'hui, elle allait le faire devant 200 personnes, au point culminant de son triomphe personnel.
Je me suis accrochée au bord de ma chaise, ma main crispée, sur la pochette où reposait, discrètement mais solidement, la clé USB, qui allait réduire en cendres ce conte de fées toxique. J'attendais mon tour. L'injustice était un poids que je portais depuis trop longtemps, et l'heure de m'en débarrasser, de le projeter sur son vrai propriétaire, approchait. Eleanor a tourné son attention vers les membres de notre famille proche. Elle a salué nos cousins, nos grands-parents et a fait une pause théâtrale juste avant de mentionner ma présence. Était une exécution lente. Je dois adresser une pensée spéciale, a-t-elle commencé, sa voix devenant légèrement plus grave, plus solennelle, à ceux qui ont dû traverser des épreuves particulièrement difficiles. Elle m'a fixé du regard, un sourire de Madone se dessinant sur ses lèvres, mais ses yeux, eux, portaient cette lueur froide et familière de victoire. Nous savons tous que la vie n'a pas été clémente avec tout le monde. Après la perte de nos chers parents, et les difficultés financières qui en ont résulté, certains d'entre nous ont eu du mal à se relever. Le terme « difficulté financière » était le code secret qu'elle utilisait depuis toujours pour désigner ma prétendue malhonnêteté et ma mauvaise gestion. En utilisant cette tournure évasive devant des invités qui ne connaissaient pas les détails, elle solidifiait l'image que J était non seulement pauvre, mais que je était par ma faute morale. Les murmures ont commencé. Ils étaient légers, mais à mes oreilles, chaque chuchotement était un reproche amplifié. Était la confirmation que son récit, le récit du gâchis, était désormais la vérité acceptée par tous. Était pas simplement la sœur. J était le mythe vivant du désastre, l'allégorie de ce qu'il ne fallait pas devenir. Cette humiliation publique injuste était pire que tous les reproches privés. Elle me déshumanisait, me transformant en une étude de cas social, la preuve que certaines personnes sont irrécupérables. Je me suis rappelé pourquoi je devais le faire, non seulement pour la justice financière, mais pour regagner mon humanité. Puis, elle a lâché la bombe, enveloppée de rubans de charité ostentatoires. Je suis heureuse que ma sœur soit ici aujourd'hui, malgré les choix passés qui nous ont tant coûté. Elle a marqué une pause, laissant le poids du sous-entendu planer. Le mariage est un moment de pardon, n'est-ce pas? Et je suis fière de pouvoir affirmer que, grâce à mon travail acharné et à la générosité de mon fiancé, j'ai pu lui offrir une petite aide pour qu'elle puisse se présenter dignement à cette réception. Le mot était lâché. Charity case, cas de charité. Devant toute cette assemblée, devant Yale, élite de la ville, elle m'a humiliée en me désignant comme l'indigente. Celle qui ne peut même pas s'acheter une robe correcte sans son aumône. La honte aurait dû me consumer, me faire fuir la salle en larmes. Était l'effet désiré. Le visage d'Eleanor rayonnait de cette satisfaction abjecte, cette joie perverse de voir sa victime contrainte à l'obéissance humiliante. J'ai senti le rouge me monter aux joues, non pas de honte, mais d'une fureur froide et cristalline. 20 ans de mensonges, de mépris et de fardeaux insupportables se condensaient en une seule phrase prononcée à haute voix. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait que J était brisée et résignée à mon rôle de mouton noir. Mais elle ignorait que les 20 ans de silence n'avaient pas été une preuve de ma culpabilité, mais le temps nécessaire pour accumuler la preuve secrète et forgée dans le froid. Ce silence, qu'elle avait si souvent interprété comme l'aveu tacite de mes crimes, allait se briser aujourd'hui sous le poids d'une vérité que personne n'y était prêt à entendre. Mon cœur battait contre mes côtes comme un tambour furieux. Tandis qu'Eleanor portait le toast final à son propre succès et à sa fausse clémence, mon esprit s'est échappé, retournant au jour fatidique. 20 ans auparavant. Nos parents venaient de mourir dans un accident stupide et horrible. Le choc était encore vif, la douleur lancinante. C'est à ce moment de vulnérabilité maximale, alors que nous devions être unis par le deuil, qu'elle a frappé. Nous étions assises dans le bureau de l'avocat. La succession était pas gigantesque, mais suffisante pour nous mettre à l'abri. Surtout moi qui venais de commencer mes études. Les fonds devaient être partagés également. Quelques jours plus tard, Eleanor, déjà plus à l'aise avec la gestion des documents, m'avait convoqué, le visage grave. Elle m'avait montré un relevé bancaire falsifié, affirmant que les placements boursiers que j'avais naïvement accepté de gérer, sur sa propre suggestion rétrospectivement je le réalise, avaient lamentablement échoué, réduisant la moitié de l'héritage en poussière. Tu as ruiné notre avenir, m'avait-elle soufflé, les larmes aux yeux, mais je sais maintenant que était la performance de sa vie. Le choc, le deuil et mon manque total d'expérience financière avaient rendu le mensonge plausible. J'avais accepté la faute, rongé par la culpabilité d'avoir gâché le sacrifice de nos parents. Ce mensonge initial fut le ciment qui lia mon silence à son pouvoir. Pourquoi je n'ai rien dit? C'est la question que tout le monde m'a posée, même moi, pendant des années. La réponse était complexe et typique des victimes d'abus émotionnels familial. Premièrement, J était jeune et brisé par le deuil. Admettre publiquement mon échec supposé était plus facile que d'affronter la complexité du système légal, ou de pointer du doigt ma seule famille restante. Deuxièmement, Eleanor avait menacé, non de me dénoncer à la police, car elle savait qu'elle était la coupable, mais de rendre les derniers jours de nos parents un enfer posthume en révélant de prétendus secrets honteux sur notre lignée. Elle avait joué sur mon attachement à l'honneur familial, une valeur sacrée pour nos grands-parents.
Mon silence était censé protéger la mémoire de ceux que nous avions perdus. Mais la vérité, c'est que mon silence a été mon bourreau. Il a permis à Eleanor de Sud-Est, épanouir dans une vie de luxe imméritée, financée par mon sacrifice, tandis que je luttais pour survivre, portant elle, étiquette infamante de la dilapidatrice. Ce fardeau invisible m'a coûté des opportunités, des amis, des relations. J'ai vécu dans l'ombre de sa gloire imméritée, une âme oubliée par la justice et le bon sens. Mais chaque année de souffrance silencieuse a renforcé ma détermination. Le jour où je récupérerai ma voix, ce serait avec Al, écho de ces 20 années de mépris enfin libérées. Le véritable tournant s'est produit il y a 3 ans. Je travaillais alors comme assistante dans un petit cabinet d'expertise comptable. Ironie du sort, cette immersion dans les chiffres m'a donné les outils pour enfin déchiffrer les mensonges d'Eleanor. J'avais toujours cru à la théorie du placement boursier raté. Mais un soir, en cherchant de vieux papiers de famille pour une démarche administrative, j'ai trouvé par hasard un avis de transfert bancaire datant de 6 mois après la mort de mes parents. Il était adressé à un compte offshore. La signature était étrangement similaire à celle d'Eleanor, mais pas tout à fait la sienne. Ce naine était qu'un fil, mais il suffisait. J'ai commencé à enquêter en secret, utilisant mes nouvelles compétences pour retracer les flux financiers. Les banques ne voulaient rien me donner. Mais j'ai utilisé des contacts, des amis de l'entreprise, en inventant des scénarios de fraude mineure. Petit à petit, le puzzle se formait. Les fonds n'avaient jamais été perdus en bourse. Ils avaient été transférés en plusieurs fois, vers des comptes gérés par un prête-nom, puis réinjectés dans une société de façade qu'Eleanor avait créée pour financer son train de vie somptueux. L'argent était là, propre, blanchi, et il avait servi à bâtir l'image de réussite qu'elle célébrait aujourd'hui. La preuve secrète N était pas un coup de chance. C était le fruit de 3 ans de travail méticuleux et silencieux, mené dans l'ombre par celle qu'elle traitait de moins que rien. Ma vengeance ne serait pas émotionnelle. Elle serait factuelle. J'ai engagé, en puisant dans mes maigres économies, un détective privé spécialisé dans la fraude financière pour valider mes découvertes. Il a confirmé, point par point, le schéma. Eleanor avait volé l'intégralité de la part de l'héritage qui me revenait, puis avait manipulé les relevés pour me faire porter le chapeau. Le détective a réussi à obtenir des copies authentifiées et irréfutables, des relevés de transfert et des documents de création de la société écran. Il a même trouvé des échanges de mails prouvant qu'Eleanor avait coordonné toute l'opération. J'ai passé des nuits entières à compiler ces documents, à les organiser dans une présentation claire et concise. Il ne s'agissait pas seulement de prouver sa culpabilité, il s'agissait de montrer la froideur et la préméditation de son acte, la manière dont elle avait exploité mon deuil et ma confiance. Était ça. La preuve secrète que je portais sur moi. Non pas une simple photocopie mais un dossier judiciaire prêt à être projeté. Je savais que les relevés bancaires seuls seraient dévastateurs. Mais pour une humiliation publique parfaite, il fallait la touche finale. L'arme absolue qui briserait son masque pour toujours. L'arme absolue était l'enregistrement audio. 1 an après avoir découvert les transferts, j'avais passé des mois à essayer d'obtenir une confession. Eleanor était trop rusée. Jusqu'à Noël dernier. Lors d'un dîner familial, elle avait bu beaucoup trop de champagne, et, prise d'une arrogance dangereuse, elle avait commencé à se vanter auprès de son fiancé, alors qu'il se croyait seul dans le salon adjacent. J'avais laissé mon téléphone en mode enregistrement, sous un coussin du canapé. Elle se lamentait sur le fait que son frère, son fiancé, était un peu trop scrupuleux, et qu'il ne comprendrait jamais comment il faut faire pour s'assurer un bon capital. Puis, elle a ri, ce rire aigu que je détestais, et a avoué, en termes clairs et précis, comment elle avait falsifié les documents pour que je sois accusée du désastre financier, et comment elle avait profité de ma naïveté pour siphonner les fonds. Elle a même ajouté, avec une cruauté glaciale, que mon silence était la cerise sur le gâteau, car qui va croire la menteuse qui ne se défend jamais? Cette confession enregistrée, d'une durée de près de 5 minutes, était la clé de voûte. Les relevés montraient le crime, l'audio révélait l'elle, âme noire derrière le masque. Ce jour-là, j'ai réalisé que était plus la victime. J était le dépositaire d'une vérité explosive. Une vérité que je gardais en secret pour la révéler au moment le plus déchirant et le plus public possible. Eleanor a terminé son discours. Le verre de champagne qu'elle tenait était levé, ses yeux brillants de triomphe. Je vous remercie tous de partager ma joie. Que ce mariage soit le symbole de la stabilité, de la prospérité, et, surtout, de la vérité retrouvée. Tchao! La salle a répondu par un tonnerre d'applaudissements. Était son apothéose. Elle avait non seulement épousé la richesse, mais elle avait réussi à effacer sa culpabilité en la projetant sur moi une dernière fois, devant 200 témoins. J'ai vu mon reflet dans le verre de vin devant moi, pâle, serré dans une robe simple qui contrastait si durement avec l'opulence ambiante. Elle s'attendait à ce que je baisse les yeux, à ce que j'endure silencieusement l'ultime insulte, à ce que je boive le calice de l'humiliation jusqu'à la lie. Le poids du mensonge qu'elle me faisait porter était soudainement insupportable.
Pendant 2 décennies, ce poids m'avait paralysé. Mais au lieu de me briser, il m'avait transformé en acier. Le moment critique était là. Elle avait levé son verre, scellant son mensonge. J'ai senti une force monter en moi que je n'avais plus ressentie depuis la mort de nos parents. Ce n'était pas de la rage aveugle, mais la froide détermination de la justice enfin armée. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient étonnamment fermes. 20 ans de mépris, d'isolement, de la honte que je n'avais jamais méritée. Non. Plus jamais. J'ai glissé ma main dans ma pochette, sentant la petite clé, USB rectangulaire. Était si peu de choses pour contenir un tel cataclysme familial. J'ai réalisé que le mariage n'était pas la fin de son histoire, mais le début de la mienne. Elle avait fini de parler. La musique de fond reprenait doucement. Était le moment où l'assemblée devait se disperser pour le gâteau ou la danse. Était le moment où je devais disparaître dans l'obscurité comme le mouton noir honteux. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai redressé ma posture, fixant Eleanor qui se penchait pour embrasser son mari. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'air froid remplir mes poumons. Était plus celle qui se taisait par peur ou par noblesse mal placée. Était l'architecte de ma propre réhabilitation. Elle, à m'oublier, reprenait son pouvoir. J'ai posé ma serviette sur la table. Un son sec et définitif, qui a semblé briser la légèreté de l'atmosphère. Puis, je me suis levée. La salle était grande. Le podium était à l'autre bout, là où le marié venait de finir son discours. Ma démarche était lente, mes jambes étonnamment stables. Je devais traverser toute la salle, et chaque pas était un pas vers la reprise de mon identité. Les têtes ont commencé à se tourner. D'abord nos proches, qui se demandaient si j'allais faire une scène pathétique. Puis, les amis du couple, curieux de voir la charity case, s'allaient se manifester. Eleanor m'a vu. Son sourire figé s'est effacé, remplacé par une expression d'irritation confuse. Elle a fait un signe de la tête, croyant peut-être que je venais la remercier de son aumône, ou lui murmurer une félicitation gênée. Elle ne comprenait pas l'horreur qui montait à ses trousses. Quand je l'étais à mi-chemin, le bruit des conversations a commencé à s'éteindre, remplacé par un silence d'interrogation. La tension était palpable. J'ai croisé le regard de ma cousine, celle qui m'avait toujours regardée avec pitié. Son expression était maintenant celle de la surprise totale. J'ai continué ma marche, ma mission gravée dans mon esprit, la vérité. J'ai atteint le petit pupitre d'où les discours étaient prononcés. Juste à côté, un projecteur numérique était encore allumé, utilisé pour la diffusion des photos d'enfance du couple. J'avais repéré ce détail technique des jours à l'avance. J'avais même pris une précaution que personne ne pouvait soupçonner. J'avais contacté le technicien audiovisuel, prétendant que j'avais une petite surprise de dernière minute pour les marier, une compilation de photos de nos parents qui n'avaient pas été incluses dans le montage principal. En échange d'un généreux pourboire en espèces, le technicien m'avait promis de laisser l'accès libre, et de ne pas éteindre le système immédiatement après le toast. Le technicien qui se tenait près des commandes, m'a regardé avec l'air de dire « Allez-y rapidement, madame ». Eleanor s'est approchée, son ton bas et menaçant. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as pas le droit d'utiliser ce micro !» J'ai ignoré sa colère contenue. J'ai pris le câble USB, l'ai inséré dans mon ordinateur portable que j'avais apporté, et j'ai cliqué sur le bouton de projection. Le projecteur a rugi doucement en se recalibrant. Pendant que l'ordinateur chargeait la présentation, j'ai pris le microphone. Le son aigu du micro-testant a coupé le murmure hésitant de la foule. La salle est devenue silencieuse. Un silence total. Était le genre de silence qui précède le coup de foudre, où l'air lui-même semble se retenir. J'ai fixé Eleanor, qui était maintenant pétrifiée, réalisant que ma démarche n'était pas un remerciement, mais un assaut. Son visage est devenu d'un blanc spectral. Elle a essayé de dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. Elle comprenait, intuitivement, que j'avais quelque chose. Quelque chose de grand. Le technicien, assis dans son coin, a haussé les épaules, pensant qu'il s'agissait de photos de famille. Le projecteur a flashé. Sur dalle, écran géant derrière le podium, le mur blanc s'est rempli de texte, dans une police sobre et officielle. J'ai projeté la première diapositive, le titre sobre, que j'avais préparé il y a des mois, Analyse des transferts de succession février 2004/DE, PIS, TAGES, financier authentifié. En dessous, les premières lignes du relevé bancaire, avec une flèche rouge pointant vers le montant exact de ma part d'héritage, et le nom du bénéficiaire initial, son prête-nom de l'aile, époque, clairement affiché. Le choc a été immédiat. Le masque d'Eleanor venait de tomber devant tout le monde. CAPITRE 15, la preuve froide des chiffres. Le murmure s'est éteint lorsque j'ai posé ma main, calme et ferme, sur l'ordinateur portable. Écran géant, qui montrait il y a quelques minutes des photos d'Eleanor en robe de bal, a soudain affiché une interface familière. J'ai regardé ma sœur, qui tentait de se lever de sa chaise, le sourire figé, une confusion teintée de terreur dans ses yeux. J'ai ignoré le marié qui chuchotait, les yeux suppliants, et j'ai parlé dans le micro, ma voix étonnamment claire.
Eleanor vous a appelé à lever votre verre pour porter un toast à ma situation, à la pauvre sœur qui aurait dilapidé notre héritage familial. Elle a appelé cela de la charité. Je pense qu'il est temps de lever un toast à la vérité. J'ai cliqué. Instantanément, la salle entière a été inondée de lumière bleue. L'écran a cessé d'afficher des visages souriants pour présenter un tableau froid, implacable, tiré des archives de la banque familiale que j'avais passé 6 mois à déchiffrer avec l'aide de l'avocat que j'avais engagé en secret. Le titre, écrit en gros caractères gras, était simple. Récapitulatif des mouvements de fonds succession Martin. 2003 à 2023. J'ai pointé du doigt les colonnes. Pendant 20 ans, Eleanor a construit un récit. Elle a dit que j'avais pris l'argent et que je m'aime, était tue par culpabilité. Aujourd'hui, je vous montre le grand livre. Regardez la ligne de 2003. Regardez la ligne de 2007. Regardez surtout la colonne des bénéficiaires. J'ai utilisé le pointeur laser pour encercler une série de transactions massives, des centaines de milliers d'euros, transférés hors du compte de la succession. Mais ce N était pas mon nom qui apparaissait à côté de ces transferts. C était le nom de E. Martin compte privé, Genève. Eleanor. Elle a poussé un cri étouffé, un mélange de déni et de rage. Mon père a chancelé, s'accrochant à la table, les yeux fixés sur les sommes vertigineuses, qui prouvaient que tout ce qu'il avait cru pendant 2 décennies était un mensonge grotesque. Les invités ne chuchotaient plus. Ils lisaient. Leur silence était un verdict en soi. C était la preuve factuelle de l'injustice et de la trahison. Les chiffres, froids et objectifs, prouvaient qu'elle m'avait humilié pour camoufler son propre crime. CAPITRE 16, la confession audio qui détruit Eleanor les mains tremblantes, a finalement réussi à se lever, sa robe de mariée bougeant de façon saccadée. C'est un faux! C'est un montage! Elle essaye de nous détruire par jalousie! L'a-t-elle hurlé s'adressant aux tables les plus proches? Elle essayait de rallier la foule, de retrouver le contrôle de son récit. Mais le doute était déjà semé, ancré par les preuves bancaires irréfutables qui brillaient sur l'écran. J'ai secoué la tête, mon expression était celle d'une femme qui n'avait plus rien à perdre. Les chiffres mentent rarement, Eleanor. Mais si vous avez besoin d'une preuve plus personnelle, j'ai cela aussi. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Cette fois, l'écran est devenu noir, et le son de ma propre voix a rempli la salle, enregistré il y a 3 semaines. C était l'extrait où je lui demandais, calmement, pourquoi elle avait besoin de moi pour continuer à porter la faute. Et puis, sa voix, enregistrée lors de cette conversation privée dans la cuisine où elle se croyait invincible et hors d'atteinte. Sa voix, claire et métallique, est sortie des haut-parleurs, décrivant avec une arrogance glaciale comment elle avait détourné les fonds. Bien sûr que C était moi. Qui d'autre aurait pu le faire? Tu étais la faible, la paumée. Qui allait-on croire? Tu n'as jamais eu le courage de parler, tu étais déjà la brebis galeuse. J'ai tout pris, et j'ai fait en sorte que tous croient que tu l'avais gaspillé. Et tu as tenu ton rôle à la perfection pendant 20 ans. Tu es un dommage collatéral très utile. Chaque mot tranchait l'air comme un couteau. L'effet de son timbre, prononçant ses horreurs dans un lieu censé célébrer l'amour, était dévastateur. Le micro de la salle de réception captait chaque respiration haletante des invités. J'ai vu ma mère mettre ses mains sur sa bouche, le visage ravagé par la réalisation que son silence et sa préférence coupable avaient permis ce mensonge destructeur. Le marié a lâché la main d'Eleanor comme si elle était brûlante, son visage passant du rouge cramoisi à une pâleur choquée. Ce N était plus une question de chiffres. C était la confession d'une cruauté calculée. D'un capitule 16. La dislocation du spectacle. Le silence qui suivit fut plus lourd que le poids de 20 années d'accusations injustes, un silence assourdissant qui ne pouvait être brisé que par écho des cœurs brisés ou des fortunes volées. La projection sur l'écran derrière l'autel funèbre, car ce N était plus un hôtel de mariage, montrait, dans une police limpide et cruelle, le solde bancaire siphonné, et l'enregistrement diffusait en boucle, la voix d'Eleanor, nasillarde de suffisance, admettant la supercherie. Elle avait parlé de facilité, de la stupidité de sa sœur, de la légitimité qu'elle ressentait à prendre ce qui lui était dû, selon elle, depuis toujours. L'assemblée, initialement pétrifiée, commença à se mouvoir comme un essaim paniqué. Les murmures se firent clameur. Je restais là, au centre de la scène, la lumière du projecteur jouant dans mes cheveux, observatrice sereine du chaos que j'avais déclenché. Mon âme, oubliée et bafouée pendant si longtemps, se réchauffait enfin au feu de cette justice abrupte. Eleanor, mon élégante et autrefois intouchable sœur, était la première à réagir. Son visage, déjà blafard sous le maquillage nuptial, devint d'une nuance de blanc cireux. La coupe de champagne qu'elle tenait encore à la main, le même verre qu'elle avait levé pour me qualifier de cas de charité, lui échappa. Le cristal frappa le sol avec un bruit sec qui réveilla les plus engourdis, éclaboussant le marbre d'un liquide pétillant et insipide, image parfaite de leur union gâchée. Elle tenta de s'avancer, sa robe de soie se froissant, un rugissement rauque suçait, échappant de sa gorge. « C'est faux! C'est un montage !»
Elle ment, maman. Elle ment encore, cria-t-elle, désignant l'aile, écran d'une main tremblante, les rubans de sa chevelure impeccable se défaisant sous le coup de l'aile, émotion brutale. Le fiancé, Alexandre, homme d'affaires austère et réputé pour sa prudence financière, ne regardait pas Éléanore. Il regardait écran. Il regardait les chiffres. Les montants étaient colossaux, représentant non seulement la fortune familiale dilapidée, mais aussi, potentiellement, la ruine sociale de celui qui aurait épousé une criminelle. Sa pâleur était celle d'un homme qui venait de découvrir qu'il avait misé toutes ses cartes sur un château de sable. J'entendis distinctement sa mère, la vicomtesse de Beaumont, Pilès, évanouir mollement sur une chaise de velours rouge, tandis que son père tirait Alexandre par le bras. « Mon fils, nous partons. » Immédiatement. Avant que notre nom ne soit entaché par cette là mascarade, siffla le vicomte, la dignité de leur lignée plus importante que le destin d'Éléanore. Je souris. Était la première victoire, la fuite des faux-semblants. Mais le vrai test était la réaction de ma famille directe. Ma mère, qui avait si facilement accepté la version de Éléanore, celle de la sœur aînée responsable et de la cadette dissolue, se tenait près de mon père, les mains plaquées sur la bouche. Mon père, habituellement si stoïque, si silencieux, portait dans ses yeux une expression d'une douleur inédite, mêlée d'une honte profonde. Il ne regardait ni Éléanore, ni moi. Il regardait l'héritage de ses propres parents, évaporé dans la honte. Vous l'avez cru, n'est-ce pas? Ma voix, amplifiée par le système de sonorisation du mariage, était un coup près. Pendant 20 ans vous avez cru que étais irresponsable, que j'avais brûlé ce que nos grands-parents avaient construit. Je suis restée silencieuse. J'ai porté le fardeau de vos jugements, de votre déception. Je me tournai vers Éléanore, qui essayait maintenant de se frayer un chemin vers la console de projection pour la débrancher. 2 invités, des amis d'enfance de la famille qui avaient toujours eu des doutes sur la probité de Éléanore, l'interceptèrent doucement, plus par pitié que par accusation. Les relevés bancaires ne sont pas des montages, Éléanore. Ils sont signés par le responsable de la banque. Et cette confession, tu la reconnais? Était dernier. Pendant ce dîner où tu m'as si gentiment proposé de m'aider à trouver un emploi subalterne pour reprendre ma vie en main. Tu étais si confiante que j'y étais brisée. Tu t'es vantée. Tu as admis avoir falsifié les procurations, avoir retiré l'argent petit à petit pour éviter éveil des soupçons, et m'avoir systématiquement discrédité dans chaque discussion familiale, assurant que mon silence était la preuve de ma culpabilité. La confession était une bombe narrative, un développement,